Bienvenue aux élèves des classes de 3e 1 et de 3e 2 du collège Charlotte Delbos de Tronget pour cette ultime séance qui sera la 4e séance virtuelle à distance depuis chez moi et depuis chez vous. Associée à la séquence 3 des espaces productifs en France. Alors, si vous avez bien suivi le fil de notre intrigue depuis déjà 4 séances, vous vous rappelez sans doute que la dernière fois nous avons évoqué le tourisme, non pas à travers une étude de cas, mais à travers un dossier thématique intitulé Les espaces du tourisme en France et leurs enjeux. Et nous avons à cette occasion déjà croisé la carte des espaces touristiques français sans toutefois nous appesantir dessus. Donc aujourd'hui, nous allons dans une mise en perspective finale bâtir la carte des espaces touristiques en France. Donc sortez déjà vos crayons de couleur, taillez les crayons si nécessaire, on en aura besoin tout à l'heure. Mais avant de bâtir la carte des espaces touristiques à l'échelle métropolitaine française, donc nationale, il convient de replacer les espaces touristiques français à l'échelle de la planète. Et ça nous permettra de faire un petit clin d'œil au programme de 4e en géographie quand on avait étudié ensemble les espaces du tourisme international. Je vous propose donc une carte à l'échelle mondiale représentant les pôles et les flux du tourisme à l'échelle mondiale. Donc les pôles touristiques sont en rouge foncé pour les plus importants. Vous avez d'ailleurs la liste en bas à gauche, le long de l'Amérique latine, vous avez la liste du top 10 mondial des principales destinations touristiques à l'échelle mondiale. Et comme vous pouvez le voir, on peut pousser un vibrant cocorico puisque la France est à la première place et ça fait déjà une bonne trentaine d'années qu'il en est ainsi. Ensuite, vous avez des espaces qui sont un peu secondaires, les espaces en orange. Vous avez les grands bassins touristiques qu'on peut qualifier de cœur du tourisme mondial à l'intérieur de ces pôles mondiaux de tourisme. Quant aux flux, les flux, eh bien, ils sont cartographiés comme d'habitude par des cartes. Et j'oubliais aussi, parce que il se voit pas très bien sur la carte, hein, rouge-marron sur rouge, c'est pas très lisible. Vous avez les foyers, les 3 grands foyers émetteurs du tourisme, c'est-à-dire les régions d'où partent les touristes à destination des principaux pôles touristiques. Alors maintenant que j'ai décrit la carte, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Déjà, rapidement, que le tourisme ne concerne pas le monde entier. Le tourisme est une activité de loisir nécessitant des moyens financiers. Donc c'est quand même une activité réservée aux riches. C'est pour ça que vous ne trouverez pas sur la carte une bonne partie de l'Amérique latine, la quasi-totalité du continent africain et les pays les plus pauvres de l'Asie. Ce qu'il faut ensuite voir, c'est que les touristes proviennent du monde entier, mais particulièrement des 3 pôles de richesse de la planète que sont l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest et l'Asie orientale, Chine, Japon essentiellement. Et que les foyers émetteurs de touristes correspondent aussi en partie avec les principales destinations touristiques. C'est-à-dire que l'Europe est émetteur de touristes, certes, mais il est aussi récepteur parce que vous avez le grand bassin touristique que constituent les pays méditerranéens, Espagne, Italie, Croatie, sud de la France,
qui sont l'une des destinations majeures de la planète. L'autre grand bassin touristique d'ailleurs, c'est la mer des Caraïbes qui attire sans surprise la clientèle d'Amérique du Nord. Bon. Et alors, la France dans tout cela, eh bien, la France fait partie donc du pôle, l'un des trois grands pôles émetteurs de touristes. Hein. Beaucoup de Français vont passer leurs vacances à l'étranger. Elle fait partie aussi donc du top 10 des pays les plus visités au monde, puisque c'est même le premier d'entre eux. Et elle est concernée en partie par le grand bassin touristique méditerranéen, puisque le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur en font partie. Donc la France est au cœur du tourisme mondial. Alors, puisqu'on est parti pour cette mise en perspective des espaces touristiques français, je voudrais apporter une petite dimension chronologique à cette mise en perspective géographique et vous rappeler, puisqu'on l'avait déjà évoqué ensemble quand vous étiez en quatrième, que l'activité touristique est une activité relativement récente. Le tourisme est né probablement en France. Ça explique peut-être aussi pourquoi la France est aujourd'hui encore la destination majeure des touristes venus du monde entier. Le tourisme est né en France et il est né de la volonté de l'aristocratie, c'est-à-dire la noblesse et de la bourgeoisie française, mais aussi britannique, de venir profiter des bains de mer dans des stations très chics pour l'époque, essentiellement sur les plages normandes, comme à Trouville, comme à Deauville, le tout à partir des années 1850, hein, guerre avant. Quant aux Britanniques, eux, souvent, ils passaient par la Normandie, mais ne s'y arrêtaient pas, puisqu'ils se rendaient sur la côte ligure italienne, du côté de Gênes, ou côté français, sur la célèbre côte d'Azur, Nice, Cannes, par exemple. C'est pas pour rien si on parle de la promenade des Anglais à Nice, puisque la promenade des Anglais, comme leur nom l'indique, les riches Anglais venaient passer encore une fois la mauvaise saison, hein, c'est-à-dire l'hiver, au bord de la mer Méditerranée, avec un climat bien plus agréable que les frimas de Londres, avec sa pluie, son brouillard et ses températures particulièrement froides. Je vous rappelle aussi, et normalement vous le savez, puisque nous l'avons vu ensemble en histoire cette année, que le tourisme s'est popularisé, le tourisme s'est démocratisé, autrement dit, le tourisme a cessé d'être une activité de loisirs réservée à quelques privilégiés, les plus riches, pour devenir accessible à la majorité des gens, y compris des gens aux revenus modestes, les ouvriers. Et rappelez-vous, en France, ça a été le Front populaire de Léon Blum en 1936, avec l'invention de ce qu'on a appelé à l'époque les congés payés, c'est-à-dire 10 jours de congés payés, en rajoutant les week-ends, ça fait donc 2 semaines de congés payés, payés par les patrons, et offert par les patrons à leurs salariés. Et donc ça a été les débuts du tourisme de masse. Alors évidemment, l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale a interrompu brutalement ce mouvement, qui a repris progressivement après la Seconde Guerre mondiale. Et un film comme Les Bronzés, ce film comique, eh bien, témoigne à sa manière, hein, c'est presque un document historique finalement, le film Les Bronzés, témoigne à sa manière, avec l'arrivée sur le marché du tourisme de ces grandes structures, ces villages de vacances, de ce qu'on appelait à l'époque le Club Med, le Club Méditerranée. Eh bien, ça témoigne de cette démocratisation des vacances, du moins pour la saison d'été.
Et les chics villas et les hôtels de luxe de la côte normande ont cédé le pas, notamment sur la côte d'Azur, à des immeubles beaucoup moins beaux, et qui sont des résidences d'été où on va stocker du touriste, si j'ose dire, où on va permettre à des touristes de s'entasser alors le jour sur les plages, se battre pour 2 cm² de sable sur lesquels mettre sa serviette de bain, et puis le soir, eh bien, ils s'entasseront à nouveau, mais dans leur logement avec vue sur la mer, s'il vous plaît. De l'autre côté de la plage, il suffit de traverser l'avenue du front de mer. Et donc vous voyez que je profite de cette mise en perspective géographique pour faire un peu d'histoire, mais aussi pour vous présenter, et là on reste bien dans notre thématique géographique, pour vous présenter des paysages géographiques. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai déjà dit pour les espaces agricoles en particulier, à des types d'espaces correspondent des paysages. Alors là, nouveau marqueur chronologique, nouveau marqueur historique, eh bien c'est la suite des bronzés. Les bronzés font du ski qui date de la fin des années 70, du début des années 80, et qui nous rappelle que jusqu'à cette époque-là, jusqu'aux années 80, au fond c'est pas si vieux, hein, ça fait une quarantaine d'années à peine, à peu près l'âge de vos parents, eh bien, les vacances, les congés payés, c'était l'été. Et pour partir au ski, eh ben, il fallait soit être très riche, très sportif, ou être né dans les Alpes. À partir des années 80, avec l'arrivée parmi les droits du travailleur de la 5e semaine de congés payés, dédiée à la saison d'hiver, et donc dédiée aux stations de ski, eh bien on va voir apparaître le sport d'hiver de masse, le tourisme de sport d'hiver de masse, avec ces stations intégrées que vous voyez sur la droite de la photographie, qui ne sont pas d'une grande beauté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, même sous la neige, ça a un petit peu plus de gueule quand la nuit tombe et que les appartements sont éclairés, ça fait une sorte de guirlande lumineuse, c'est un peu plus joli, mais on ne peut pas dire que ça soit magnifique. Et là, on retrouve bien notre problématique des dérives du tourisme de masse avec la pollution, avec la bétonisation des espaces, chose que l'on a vue dans la séance précédente. En cette période d'une certaine morosité, on va dire, avec le coronavirus, je vous invite, pourquoi pas, à découvrir en famille le film Les Bronzés font du ski. C'est peut-être pas un monument sur le plan intellectuel, mais il faut reconnaître que c'est plutôt rigolo. Et encore une fois, ça évoque les débuts de la massification en France du sport d'hiver et des vacances en montagne. Alors, quelque chose qui peut vous paraître un peu en marge du sujet, qu'est-ce que ça vient faire, cette diapo sur les zones climatiques en plein milieu de la mise en perspective sur les espaces touristiques français? Eh bien, si, ça a tout à voir, justement, parce que le climat, ça a un rôle qui peut être attractif ou répulsif pour les touristes. Attractif, c'est-à-dire qui va faire venir les touristes, ou répulsif, qui va les faire fuir. Hein, c'est pas pour rien si les Britanniques abandonnaient au 19e siècle l'île britannique pour aller passer la mauvaise saison, c'est-à-dire l'hiver, soit sur la côte normande, soit sur la côte d'Azur. Hein, bah oui, on va toujours essayer de chercher ailleurs un climat plus propice à son épanouissement personnel. Alors si vous regardez la France et l'Europe, vous pouvez constater qu'elle fait partie de la zone tempérée. Alors la zone tempérée est marquée par une diversité de climats, et là encore ça va jouer considérablement sur le degré d'attractivité du territoire français. Vous allez comprendre dans un instant en passant à la diapo suivante.
La carte que vous avez maintenant sous les yeux est une carte à l'échelle du continent européen et qui a comme thématique, en particulier, alors il y a une double thématique, il y a les climats, et on vous laisse entendre que la France est un carrefour climatique. Et il y a aussi tous les couloirs de circulation maritime en particulier, ou terrestres, routiers, autoroutiers et ferroviaires. Alors, je commence par les climats, puisque j'avais déjà commencé à aborder la question dans la diapo précédente. On est bien donc dans la zone tempérée. Et la France, vous pouvez prendre le temps de vérifier. N'hésitez pas à me mettre sur pause pour vous en convaincre et avoir le temps de bien regarder toute la carte. La France a une particularité sur le plan climatique. Est-ce que vous la voyez par rapport au Royaume-Uni, par rapport à la Suisse, par rapport à tous ses voisins, par rapport à tous les pays qui sont sur cette carte, la France a une réelle particularité. Vous la voyez? Eh bien, c'est que la France est le seul pays d'Europe à posséder sur son territoire toutes les nuances climatiques de la zone tempérée. Et les nuances climatiques de la zone tempérée, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle le climat océanique, c'est le climat qui borde l'océan Atlantique, avec son hiver doux et ses étés frais, c'est le climat de Brest, de Nantes, de Bordeaux si vous voulez. Le climat semi-continental, parce qu'en France on n'a pas de climat continental, marqué par des hivers froids, des étés chauds, donc des différences de température importantes au cours de l'année, c'est le climat par exemple de Strasbourg, plutôt la moitié est de la France. Et le troisième la troisième nuance des climats de zone tempérée, c'est le climat méditerranéen, caractérisé par ces hivers doux, ces étés chauds, et très clairement, c'est ce climat qui va être le plus attractif pour de nombreux touristes, en particulier ceux qui viennent du nord de l'Europe, les Britanniques, les Scandinaves, les Suédois, les Allemands, qui viennent chercher pendant leurs grandes vacances d'été un climat qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Et ça explique pourquoi la France est ce carrefour climatique, puisque c'est le seul, encore une fois, pays de la carte qui possède toutes les nuances du climat tempéré. L'Espagne, par exemple, possède bien le climat océanique et le climat méditerranéen, mais pas le climat semi-continental, par exemple. L'Allemagne possède bien aussi le climat océanique, en partie le climat semi-continental, mais pas le climat méditerranéen. Quant à l'autre atout de la France, puisque là on est bien véritablement dans les atouts climatiques, eh bien c'est que la France est un carrefour également de communication. Et encore, on n'a pas mis sur la carte parce qu'on ne peut pas véritablement les cartographier, les couloirs aériens. La France est un couloir de circulation, est un véritable carrefour. Donc c'est très bon pour tout ce qui est transport de marchandises par exemple, mais ça va aussi permettre aux touristes de circuler facilement sur le territoire français. Et ça va leur permettre de venir en France et d'aller notamment s'entasser sur les plages de la Côte d'Azur l'été, pour bénéficier du climat méditerranéen. Nous avons vu tout à l'heure, quand on a étudié ensemble la carte du tourisme à l'échelle planétaire, nous avons vu que la France est la première destination touristique au monde. Et j'ai rajouté dans mon commentaire qu'il en est ainsi depuis plus de 30 ans. Donc ce n'est pas un accident si la France est la première destination plébiscitée par les touristes du monde entier. Enfin, quand il n'y a pas de coronavirus. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la France additionne les atouts. Je viens de vous parler des atouts climatiques, ça compte, mais la France n'a pas que cet atout en poche.
Si vous regardez la photo du dessous, on reconnaît en Seine-Maritime, le long de la Manche, la magnifique aiguille d'Étretat, avec ces falaises calcaires qui tombent directement dans la mer. Vous avez des paysages magnifiques, des paysages merveilleux qui sont connus dans le monde entier. Alors, il ne s'agit pas de dire que les plus beaux paysages naturels ne sont qu'en France. Évidemment, il y en a un peu partout dans le monde, mais les paysages naturels français, souvent remarquablement préservés, il faut le reconnaître, constituent un atout de poids. Tiens, je fais une petite parenthèse en ces temps de confinement. Pourquoi ne vous lanceriez-vous pas dans la lecture des aventures du gentleman cambrioleur Arsène Lupin de Raymond Leblanc? C'est un magnifique roman d'aventure et une série de romans d'aventure, et je vous conseille en particulier de lire L'Aiguille creuse, qui a un rapport avec la falaise d'Étretat, mais je vous en dis pas plus parce que je ne voudrais pas spoiler votre plaisir. Vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-le, vous ne vous ennuierez pas. Fin de la parenthèse culturelle. Alors, il n'y a pas que les monuments, naturels, le patrimoine naturel, les paysages français, il y a aussi les monuments historiques. Alors, on n'en finirait pas d'égrener tous les monuments historiques que propose la France, ce vieux pays de plus de 1000 ans. Le monument probablement le plus emblématique, celui qui viendra à l'esprit des Français mais aussi des étrangers, c'est évidemment la Tour Eiffel, construite, je vous le rappelle, en 1889 pour accueillir une exposition internationale et pour fêter aussi le centenaire de la Révolution française de 1789. Et vous connaissez sans doute l'anecdote. Ce phare qui devait éclairer la France et le monde devait être éphémère. Bon, il est aujourd'hui devenu l'un des monuments les plus connus et les plus visités, y compris par les étrangers venus du monde entier, notamment les Chinois en ce moment. Autre atout, et il est de taille, la France est souvent associée, pour ne pas dire toujours associée, à la gastronomie, c'est-à-dire au bien manger, aux bonnes tables, à la bonne chère, aussi au vin, bien sûr, de qualité. Je vous ai mis une petite image représentant le célèbre guide Michelin, qui n'est pas qu'une immense carte routière. Le guide Michelin propose aussi un classement qui fait référence dans le monde entier des hôtels et des restaurants. Je suis allé vous dégoter sur internet cette petite publicité destinée à vanter les délices du tourisme en France. Le but, c'est très clairement de faire venir les étrangers, les Européens, les Nord-Américains, les Chinois, les Indiens, les Saoudiens, les Européens de l'Est, les faire venir en France. Donc vous voyez, on vous présente le château de Chambord à gauche, on vous présente le canal du Midi sur la photo centrale, on vous présente les vignobles de Champagne associés à la célèbre 2 chevaux, et donc ça évoque un mode de vie à la française qui est très agréable, et ça vous explique aussi pourquoi la France est la première destination touristique au monde. C'est que le gouvernement français, à travers différentes publicités qui passent à la télé, à la radio, nous on s'en rend pas compte, évidemment, on vit en France, mais la France donne envie au reste du monde de venir la visiter. Parce que c'est pas qu'une question d'image de marque, c'est aussi qu'il y a de forts enjeux économiques, évidemment. C'est que le tourisme va créer des richesses, parce qu'un touriste heureux est un touriste qui dépense.
Et évidemment, ça va apporter beaucoup d'argent au pays, ça va naturellement créer des emplois parce qu'il va falloir des guides touristiques dans les châteaux pour visiter les châteaux, parce qu'il va falloir beaucoup de personnel dans les hôtels, dans les restaurants. Imaginez tous les métiers directs ou indirects liés au tourisme. La France, si elle est aujourd'hui un pays riche, elle le doit aussi grâce à ses espaces productifs touristiques. Donc il faut faire venir les étrangers et si possible les plus riches. Voilà, il est temps de passer à ce grand moment que vous attendez tous, c'est-à-dire la construction de notre carte de synthèse des espaces productifs touristiques français. Donc normalement vous devriez avoir à peu près le même fond de carte que moi, sans l'avertissement que j'ai rajouté et que je vous lis pour que vous en imprégniez bien. Attention, ne pas reproduire les flèches rouges qui servent à situer les photographies des paysages touristiques français. Te voilà prévenu. Alors, premier espace touristique majeur, je pense que ça surprendra personne, puisque c'est celui qui vient le plus à l'esprit, le plus facilement à l'esprit, et qui, sur le plan historique, est aussi la plus ancienne forme d'activité touristique. Eh bien, c'est le tourisme littoral, le tourisme de plage, en particulier sur le littoral de l'océan Atlantique. Alors pas tout le long du littoral, vous avez quelques poches particulièrement denses d'espaces touristiques, comme le département des Landes, qui offre de magnifiques plages de sable fin, probablement le plus fin que l'on puisse trouver en France, et qui, donc vous voyez, sur la photographie, on aperçoit les plages de sable blanc fin qui s'échelonnent à perte de vue sur des dizaines de kilomètres et qui sont coincés entre l'océan Atlantique et la forêt de pins. Il faut voir aussi, on le devine sur la photographie, que c'est une région aussi qui est un véritable paradis pour les surfeurs, puisque les vagues qui s'écrasent sur ces plages forment des rouleaux, et que pour les surfeurs, évidemment, c'est quand même très intéressant. C'est parfois un peu dangereux, mais ça vaut le coup. Il y a un autre espace aussi qui est très densément lié à l'activité touristique, c'est le littoral, c'est la totalité du littoral méditerranéen, que ça soit l'ancien Languedoc-Roussillon, autrement dit aujourd'hui l'Occitanie, c'est-à-dire ce qui est désigné par la flèche à l'ouest du littoral méditerranéen, à gauche si vous préférez, et puis évidemment la Côte d'Azur qui est à l'est, qui est à droite, pour lequel j'aurai l'occasion sans doute de dire un mot tout à l'heure. Ensuite, sur les autres plages du littoral français, on va trouver des stations balnéaires, on va trouver un peu comme celle d'Yport en Seine-Maritime, pas très loin de la falaise d'Étretat dont je vous parlais tout à l'heure, toujours en Normandie, avec ces magnifiques cabines de plage en bois que les familles se transmettent en héritage depuis plusieurs générations. Alors ce littoral discontinu dans un bleu un peu plus clair en pointillé correspond à la totalité du littoral de la Manche, mais aussi au littoral atlantique autour de la pointe de la Bretagne, la péninsule de Bretonne, et puis aussi au sud de l'estuaire de la Gironde, là, à la hauteur de Bordeaux, et le long du Pays Basque. En fait, pratiquement la totalité du littoral français est concernée directement par l'activité touristique. Nouvel espace,
Et là, on s'éloigne de l'espace littoral. Nouvel espace productif touristique, eh bien la montagne, le tourisme de montagne que je vous propose de colorier. Alors si la couleur vous paraît un peu improbable, parce que c'est vrai que les couleurs Microsoft, c'est pas toujours ça, bah, libre à vous d'en changer, hein. Là, c'est une sorte de gris mauve un peu ardoise, un peu bizarre. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, la localisation géographique n'est pas très très compliquée, puisque le tourisme de montagne, comme son nom l'indique, est associé aux chaînes de montagnes françaises. D'où l'intérêt d'ailleurs de bien connaître sa carte des montagnes françaises. Donc on va pouvoir identifier les Pyrénées, bien sûr, entre la France et l'Espagne, au sud, le Massif central avec sa forme d'escargot en plein cœur du territoire français, mais aussi en frontière avec l'Italie, les Alpes, un peu plus au nord, en frontière avec la Suisse, le Jura, et puis encore un peu plus au nord, en direction de l'Allemagne, les Vosges. Et comme le suggère la photographie qui accompagne l'image, je vous le rappelle, un des enjeux majeurs de l'espace productif touristique de montagne, c'est de sortir du tout-neige, surtout quand l'enneigement n'est plus garanti pour cause de réchauffement climatique. Et il faut donc essayer d'ouvrir autant que possible cet espace productif à une logique des 4 saisons, et en particulier l'été avec les excursions, les randonnées en famille ou en couple. L'espace touristique littoral, je vous le rappelle, est le plus ancien. Ensuite, le tourisme de montagne, je vous l'ai dit, s'est popularisé plutôt à partir des années 1980. Mais il existe un troisième espace, un troisième type d'espace touristique. Alors certes, moins densément mis en valeur par les professionnels du tourisme, moins occupé, sillonné par les touristes eux-mêmes. Donc c'est donc un espace de tourisme relativement diffus, et c'est l'espace du tourisme vert qui est le plus récent, qui a une petite vingtaine d'années essentiellement. C'est un tourisme qui peut vous paraître un peu étonnant, parce que quand on regarde la photographie que je vous ai mis en haut là sur le département du Gers, bon, nous qui habitons la campagne et qui avons pour cadre quotidien le magnifique paysage de la campagne bourbonnaise, on se demande bien ce que ça peut avoir de particulier pour des touristes. Mais justement, ceux qui vont venir passer des vacances à la campagne sont souvent des urbains, c'est-à-dire des gens qui passent le plus clair de leur temps dans la ville, dans la grande ville, les Parisiens, les Lyonnais par exemple, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, fuient la ville l'été pour justement redécouvrir les charmes de la campagne. Et ce tourisme vert diffus, comme vous pouvez le voir, c'est celui qui est peut-être le moins facile à cartographier. Il prend en écharpe une partie de l'ouest du territoire français, notamment l'intérieur de la Bretagne, la presqu'île du Cotentin. Également cette région comprise entre le Massif central et les Pyrénées, à l'ouest comme à l'est de Toulouse, mais aussi cette région comprise entre la vallée du Rhône et les Alpes, et qui comprend aussi l'intérieur des terres de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. N'oublions pas la totalité de l'île Corse. Et n'oublions pas enfin le reste du massif vosgien, c'est-à-dire la partie occidentale, la partie ouest, à gauche des Vosges, que je vous invite à colorier en vert. Hein. Avouez que pour du tourisme vert, ça tombe plutôt bien.
Dernier grand type d'espace productif touristique français qu'il convient de savoir situer dans l'espace et cartographier sur notre carte de la mise en perspective, les espaces dits du tourisme international, c'est-à-dire des espaces qui sont identifiés comme des destinations prioritaires par les tour opérateurs, c'est-à-dire les professionnels du tourisme, et par la clientèle touristique étrangère, alors que ce soit les Japonais, les Américains, les Chinois, les Russes, les Indiens, et j'en oublie. Ces espaces du tourisme international sont en rouge hachuré, donc à tout seigneur, tout honneur, la région Île-de-France, bien sûr, et en particulier Paris, hein, que ce soit le château de Versailles pour la région Île-de-France ou que ce soit la Tour Eiffel pour Paris, le littoral normand, avec une explication d'ailleurs qui est historique en partie. Les Américains qui ont débarqué le 6 juin 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer l'Europe et pour libérer la France, eh bien, ont mis en place au fil des années un véritable pèlerinage. On peut l'appeler ainsi. Vous avez aujourd'hui les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui viennent tous les ans sur les plages du débarquement, se rappeler le sacrifice de leur ancêtre ou ses exploits passés. Vous voyez, c'est cet espace qui se trouve entre la presqu'île de Cotentin et le fleuve de la Seine, strié en rouge et blanc. Donc vous voyez que des fois, ces espaces touristiques sont liés à une explication purement historique, parfois dramatique même dans le cas des plages de Normandie, du débarquement. Vous avez la région bordelaise, alors là c'est à mettre en lien en particulier avec les espaces viticoles aussi, hein, qui attirent de nombreux touristes. Vous avez un tout petit bout de territoire à ne pas oublier, ce sont les plages du Pays Basque français, du côté de Biarritz, tout au sud de l'océan Atlantique, le littoral français, à la frontière avec l'Espagne. Vous avez la Côte d'Azur, et en particulier, et je voulais insister là-dessus, sur le fameux Festival international de Cannes, qui est probablement le deuxième grand rendez-vous international du cinéma dans le monde, après évidemment la cérémonie des Oscars à Hollywood, ça va de soi. Et donc, vous avez des gens qui viennent du monde entier pour venir assister au Festival de Cannes, qui débute en général au début du mois de mai et qui lance la grande saison touristique de la Côte d'Azur, qui bat son plein ensuite de juin à septembre. N'oublions pas non plus la Savoie Haute-Savoie, et là cet espace est clairement dédié au tourisme de sport d'hiver qui attire des mordus du ski du monde entier. Je vous propose de colorier en jaune les espaces peu, voire pas du tout touristiques, hein, non fréquentés par les touristes. Alors, en toute bonne logique, j'aurais dû mettre une plage jaune dans la légende. Effectivement, j'aurais dû, mais pour des raisons de place qui manquaient sur votre photocopie, je ne l'ai pas mis. Alors, on pourrait aussi choisir de laisser en blanc, mais alors si on laisse en blanc cet espace non touristique, eh bien le problème c'est qu'après vous avez tout le reste, que ce soit l'océan Atlantique ou le Royaume-Uni, qui sont aussi en blanc. Donc c'est une bonne idée, croyez-moi, de passer les espaces non touristiques en jaune. Ça permet de les mettre un peu en valeur, et on voit que ça concerne quand même une bonne moitié du territoire français, qui n'est donc pas concerné par cet espace, ce type d'espace productif. Une bonne moitié, un gros quart nord-est du pays. Et vous voyez que pour une fois, on ne retrouve pas la diagonale du vide. Là, on n'apparaît véritablement pas, ou alors dans une petite moitié supérieure, à peine.
il est temps de passer à la deuxième partie de la légende de notre carte. Donc on abandonne les espaces coloriés, les plages de couleurs, et on passe maintenant à quelques figurés ponctuels. Alors à commencer par les principales villes touristiques, celles qui offrent un patrimoine historique notamment. Alors bien entendu, en tête de liste, ça va de soi, Paris en région Île-de-France. Mais toutes les villes de taille importante, toutes les grandes aires urbaines françaises offrent un patrimoine historique capable de drainer des flux touristiques importants. Je pense notamment aux villes de Metz et de Nancy notamment. Autre figuré ponctuel, alors lui très clairement associé, et c'est logique, aux espaces productifs touristiques montagnards, les stations de ski, les stations intégrées de ski d'altitude, c'est-à-dire aux alentours de 1800-2000 mètres d'altitude, comme dans le cas d'Avoria en Haute-Savoie, dans la région Rhône-Alpes. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de nuit, sur un fond de neige, avec un ciel dégagé. Oui, si, ça peut avoir de la gueule, effectivement, ça passe. Mais on voit bien quand même qu'on a affaire à de véritables usines à touristes, hein. On est dans une logique de tourisme de masse. Et alors ce qui est intéressant dans le cas d'Avoria, c'est que comme son nom l'indique, Avoria, on ne prononce pas le Z, hein, vous l'aurez noté. Avoria, ça veut dire littéralement ça ne vaut rien. C'est-à-dire que vous aviez une sorte de plateau battu par les vents sur lequel on ne pouvait rien faire. Comprenez par là, on ne pouvait pas faire d'agriculture. Donc avant le tourisme, c'était un espace totalement non productif. C'était un espace qu'on pourrait qualifier d'inutile. Grâce au développement du tourisme de montagne et du tourisme de sport d'hiver, cet espace non productif inutile est devenu un espace productif touristique, donc utile. Et c'est le cas pour de nombreuses stations de ski des Alpes, du Massif central, du Jura, même des Vosges, même si ça n'apparaît pas sur cette carte. Et il ne faut pas oublier non plus, bien entendu, les Pyrénées. Autre espace figuré ponctuel, les principaux parcs de loisirs en France. Alors là, pour emprunter le vocabulaire à l'agriculture, aux espaces agricoles, productifs agricoles, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler du tourisme hors sol, c'est-à-dire des parcs qui s'installent parce qu'il y a de la place, parce qu'ils sont raccordés ou raccordables aux grands couloirs de circulation, grands flux touristiques, mais en fait on pourrait les installer à peu près n'importe où. C'est le cas par exemple du parc du Puy du Fou, qui est né à la fin des années 70-80, qui est en plein développement, qui est tellement en plein développement qu'il est en train de faire des émules, puisqu'il y a un Puy du Fou qui va ouvrir ou qui est déjà ouvert en Espagne, un autre sur le même modèle en Chine, où vous avez une sorte de parc d'attractions à la Disneyland, mais avec une dimension touristique, historique, excusez-moi. Avec des reconstitutions, par exemple, de l'Antiquité. Vous pouvez assister à une invasion de Vikings, par exemple, ce genre de choses. Et ça attire beaucoup les touristes. On retrouve naturellement le Futuroscope, on retrouve bien sûr le parc Astérix et son grand rival parisien, donc le Euro Disney de Marne-la-Vallée. On retrouve aussi le centre dédié au volcanisme dans la région Auvergne, c'est-à-dire le parc Vulcania, plus près de chez nous par exemple. Autre figuré à situer dans l'espace métropolitain français et à cartographier, ce sont les petits losanges jaunes qui correspondent aux autres sites touristiques majeurs. Alors parmi eux, le Mont-Saint-Michel avec son abbaye plantée sur une petite colline
qui se retrouve isolé à marée haute de ce qu'on peut appeler le continent, c'est-à-dire le reste du territoire français, donc le Mont Saint-Michel à la frontière entre la Bretagne et la Normandie, face à la Manche, mais aussi les châteaux de la Loire, les châteaux des rois de France, les châteaux de la Renaissance, Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Blois et quelques autres. Mais aussi Lourdes, première destination française pour les pèlerins catholiques qui viennent se recueillir devant la grotte dans laquelle la Vierge Marie serait apparue au lendemain de la Première Guerre mondiale à des bergers. Bon, parce que la foi religieuse peut constituer également un motif de tourisme. On joint l'utile, partager sa foi avec d'autres, à l'agréable, visiter un lieu. Donc Lourdes fait partie de ces très nombreux sites religieux, touristiques. Notre-Dame de Paris en fait partie aussi, enfin avant qu'elle ne prenne feu, bien entendu. Ce qui nous rappelle aussi, dans le cas de Notre-Dame de Paris, que l'activité touristique est fragile. Nouveau figuré à mettre en bonne place sur notre carte des espaces productifs touristiques français, à mettre en lien direct évidemment avec les espaces littoraux, les principales stations balnéaires. Bon, il était totalement inenvisageable de les cartographier toutes, parce qu'il y en aurait des dizaines, peut-être même davantage, depuis Cabourg sur la Manche jusqu'à Nice et Cannes sur la Méditerranée, en passant par Biarritz ou Royan sur l'Atlantique. Bon, en fait, on a affaire à chaque fois à des ensembles qui sont constitués de paysages assez similaires, c'est-à-dire la plage, puis une sorte de frontière que constitue le front de mer, c'est-à-dire en général un boulevard, une avenue, puis de l'autre côté du boulevard ou de l'avenue, qui longe donc le littoral, les hôtels, les résidences d'été pour les touristes qui jalonnent le front de mer et qui permettent aux touristes de loger directement à quelques dizaines de mètres de la plage pour les plus fortunés ou les plus chanceux d'entre eux. Dernier figuré à mentionner sur notre carte et à situer dans l'espace, les principaux aéroports. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas possible pratiquement de cartographier les couloirs aériens, certes, mais si on ne peut pas cartographier facilement les flux aériens, on peut néanmoins situer dans l'espace les principaux aéroports. Et là, dans le cas qui nous préoccupe, les principaux aéroports fréquentés par les touristes. Donc, sans que ce soit très étonnant, on va logiquement associer les principaux aéroports fréquentés par les touristes aux principales aires urbaines françaises, à commencer évidemment par Paris avec les deux aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle, mais aussi les aéroports de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, de Lyon. Et mention particulière pour l'aéroport de Nice, qui est le deuxième aéroport le plus fréquenté de France. Donc vous voyez que la hiérarchie des aires urbaines est un peu bousculée, tout simplement parce que la plupart des touristes qui viennent du monde entier ou d'Europe du Nord et qui viennent fréquenter la Côte d'Azur, en particulier l'été, et qui n'utilisent pas la voiture, ils viennent par avion et ils se posent en général à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. Avant de passer à la leçon, les 3 chiffres clés à retenir de nos espaces touristiques français. Donc le premier est très facile à retenir, la France est la première destination touristique mondiale, créditée de 90 millions de touristes sur son sol rien que pour l'année 2018. C'est le chiffre le plus récent que j'ai pu trouver.
Ensuite, deuxième chiffre clé, 5 grands types d'espaces touristiques pour 2 millions d'emplois directs et indirects, c'est-à-dire que le maçon qui va construire l'hôtel pour les touristes, c'est un emploi indirect. Par contre, le guide touristique dans le musée, ça c'est un emploi direct. Et enfin, 8 comme les principaux sites touristiques les plus fréquentés du top 10 français qui sont situés sur Paris et l'Île-de-France. Voilà, on en a fini avec cette séance de mise en perspective des espaces touristiques français et leurs enjeux. C'est la dernière leçon d'une séquence qui aura été riche, qui aura été un peu longue aussi, je préfère dire complexe, intéressante, je l'espère pour vous, et qui, vous l'aurez compris, pourra donner lieu à de nombreux sujets au brevet, enfin s'il se déroule normalement, ça on verra bien au mois de juin. Donc en attendant, je vous invite à apprendre cette leçon comme je vous ai invité à apprendre les leçons précédentes. Voilà, c'est terminé, je vous souhaite une bonne leçon et je vous dis à bientôt.